Bonsoir, donc on est avec Mathieu Bellassène, donc t'es psychiatre, un certain nombre de lecteurs et de lectrices de lundi matin te connaissent, qu'on t'avait déjà interviewé 2 fois, notamment pendant le premier confinement, puis après le second confinement. T'avais notamment pris la parole à ce moment-là, ce que tu avais dénoncé dans l'hôpital où tu travaillais à l'époque, les conditions de soins des patients, et notamment le fait que pendant plusieurs jours, ils avaient été enfermés dans leur chambre, indépendamment du statut d'hospitalisation, c'est-à-dire que la psychiatrie peut permettre un isolement, mais pour des conditions psychiatriques décidées par un médecin. Et là, ce que tu avais dénoncé à cette époque, c'était une confusion entre l'isolement psychiatrique et le confinement, c'est-à-dire que d'office, si on était hospitalisé en psychiatrie, on se retrouvait enfermé au nom du confinement. Tu avais dénoncé ça, tu nous raconteras les suites à la fois de cette alerte que tu avais lancée avec la visite de la défenseur des droits dans... C'était la contrôleuse des libertés. La contrôleuse des libertés. C'était Adeline Hazan à l'époque, ouais. Qui était venue dans l'hôpital, et aussi ce que ça avait entraîné sur ton propre parcours, parce qu'on l'a su que tu avais donc été démis de tes fonctions de chef de pôle dans l'hôpital où tu étais. Tu travailles maintenant en tant que psychiatre dans le milieu associatif, donc. Tout à fait. Et on t'a aussi invité pour parler donc des assises du soin psychique que tu organises, que tu co-organises avec je fais partie de la constellation. Mais... Avec le printemps de la psychiatrie notamment. Ouais, exactement. D'accord. Et ça permettra, je pense, de parler peut-être un peu plus largement d'un certain nombre de questions liées à l'évolution de la psychiatrie, l'évolution récente, et est-ce que toi tu défends soit à l'intérieur du service public, soit contre certaines évolutions au niveau de l'État dans la psychiatrie. Peut-être qu'on peut commencer pour justement que tu nous introduises ta vision de la psychiatrie, peut-être par une question qui est peut-être à la fois générale et qui peut faire écho à des choses assez précises. Je sais pas, ce serait de savoir comment on devient psychiatre et ce qui peut donner envie de l'être, parce que il semble que c'est un des derniers choix au moment où les étudiants en médecine font leur choix, se spécialisent, et du coup j'imagine que ça répond à des motivations quand même assez particulières qui peuvent sûrement varier d'un psychiatre à l'autre et revêtir des différentes motivations, parfois similaires, parfois antagoniques, mais qu'est-ce qui fait qu'on le devient ? Alors, il y a des points intimes que je vais pas exploser en grand public, ça commence bien. Mais c'est une affaire de rencontre. C'est-à-dire que moi, ce qui m'a donné envie d'être psychiste, alors psychiatre, c'est-à-dire médecin, c'est en rencontrant les patients, en fait. Il se trouve que quand j'étais en 2e année de médecine, on pouvait faire des stages et on pouvait devenir aide-soignant la nuit, alors pour payer les vacances. Et donc, il y avait un plan comme ça dans un grand hôpital parisien, et puis j'ai quelqu'un qui m'a dit « Mais tu devrais aller à Reims ». Rencontrer une équipe et des patients. Alors, c'était le centre Antonin Artaud animé par Patrick Chemla et tout un collectif de soins. Et en fait, le premier jour, je me retrouve là-bas, c'était un été. Et puis, je sais pas qui est qui là-dedans, il n'y a pas de blues. Et puis, j'ai des conversations avec des gens comme j'ai jamais eu dans ma vie. Et là, j'ai découvert un monde, quoi. Alors, bon, qui était qu'une redécouverte, bien entendu, comme à chaque fois. Et je me suis dit, mais en fait, c'est ça que je veux faire, parce qu'en même temps, on parlait de la vie, de l'existence, on parlait de littérature, de musique, de plein de trucs, et puis on faisait, quoi, et puis on était avec les gens. Et en fait, le fait d'être là avec des personnes dont tu découvres des mondes, et là, ça m'a fait un effet absolument bof. Et donc, je me suis dit, au début, je me suis dit, tiens, j'aimerais bien faire de la médecine générale, ou de la pédiatrie, et puis, alors, la psychiatrie, révélation. Bon, il y avait ça, et puis, il y avait le fait aussi que j'avais rencontré Jean Houry aussi, à peu près au même moment, donc qui a été psychiatre à la clinique de la Borde, etc., qui finalement avait fait la préface du bouquin là, sur la santé mentale. Et en fait, là aussi, je suis passé par tout un tas de lieux où on soignait les liens, quoi. Et ça a été... voilà, donc dès très jeune étudiant en médecine, j'ai eu envie de faire psychiatre parce que les patients, ça m'avait bouleversé, quoi.
la rencontre avec eux. Donc voilà, alors après, il y a comment tu te formes et les rencontres que tu fais, et puis après il y a l'institué, il y a la formation du psychiatre. Alors à l'époque, formation du psychiatre, moi j'arrive en première année d'internat de psychiatrie, puis premier cours qu'on a, c'est les bases neurophysiologiques de la schizophrénie. Et on venait de commencer un terrain de stage comme ça, et puis, tu te dis, mais alors c'est quoi cette formation qui n'appréhende jamais? En fait, ce qui fait l'entrée même de tout soignant dans la psychiatrie, c'est les gens que tu rencontres. Et donc, jamais on parle de rencontres, on va parler du cerveau, de machin, de tout un tas de trucs. Et alors moi, comme j'avais du coup rencontré déjà des gens qui travaillaient là-dedans, des patients et tout ça, je me suis dit, c'est pas possible. C'est pas ça quand même la formation de psychiatre. En fait, si, c'était ça, et du coup, on a inventé avec des copains, à l'époque une association qui s'appelait Utopsie, qui a marché pendant 10 ans, et la question c'était comment on pense l'articulation entre clinique et politique, parce que bien entendu, ce qui était tout le temps occulté de la formation du psychiatre, c'était comment la société dans laquelle on est. Et du coup, politiquement, c'était important de savoir dans quel monde on vivait, quoi. Et donc, à partir de là, on a fait ces rencontres qui étaient ouvertes, gratuites, etc. Et puis, voilà, ça a commencé comme ça. Et puis, les rencontres provoquant des rencontres. La question après moi, j'ai toujours voulu bosser dans le public parce que, bon, déjà, il y a un engagement de comment on s'occupe des gens les plus en difficulté, les plus fragiles, et puis des fois les plus abandonnés, quoi. Et puis, il y avait aussi cet enjeu de comment être dans un des lieux qui permet d'observer et d'être acteur de l'évolution, voire et surtout de l'involution de la démocratie. C'est-à-dire que moi, ma pratique de psychiatre, elle a toujours été articulée à quel citoyen je suis, quoi, et comment collectivement on peut essayer de penser le monde, quoi. Et penser le monde, c'est le penser avec les patients, le penser avec leur famille, avec les collègues, et puis avec les copains autour, etc. Voilà. Donc finalement, c'est à la fois cette dimension de la rencontre, et puis une autre dimension, c'est celle de l'amitié, parce que au fur et à mesure des liens avec les gens, il y a des amitiés qui naissent, quoi. Voilà. Et puis ça prend plein de formes, quoi, après, quoi. Et justement, tu en as parlé brièvement, là, en parlant notamment de Jean Houry, c'est un courant donc, qui s'appelle la psychothérapie institutionnelle, dont tu te sens proche ou dont tu te revendiques. Peut-être que tu peux te dire à la fois ce que c'est, tu en as parlé brièvement, et aussi même d'où c'est venu historiquement, quoi, dans l'histoire du soin psychique. Alors ça a été hyper important, parce qu'en fait, si j'ai pu rencontrer les patients, là, mon premier jour, quand j'étais en deuxième année de médecine, comme ça, c'est parce que le milieu dans lequel je rencontrais les gens était travaillé. C'est-à-dire que la psychothérapie institutionnelle, alors c'est un gros mot comme ça qui a été inventé en 52, mais ça a commencé par une pratique, en fait. Et c'était des pratiques avant d'être un mot. Et ces pratiques, elles sont nées au moment de la Seconde Guerre mondiale. Et en fait, l'idée, c'est pour soigner correctement une personne qui a des troubles psychiques importants, il faut soigner le milieu. Donc, il faut d'abord soigner l'hôpital. Enfin, d'abord. Il faut, en même temps que tu soignes la personne, soigner l'hôpital. Parce que l'hôpital produit l'aliénation, produit de la pathologie. Et donc, ça, il y a plusieurs figures comme ça de ce mouvement. Il y a François Toscaïès. Il y a un petit bouquin qui vient de paraître, qui est un beau bouquin qui s'appelle Soigner les institutions, là, à l'Arachnéen, là, qui vient de paraître là-dessus. Et avec des archives de Toscaïès. Et en fait, Toscaïès, donc, c'est un militant du POUM, qui va faire la guerre d'Espagne, qui va être condamné par les franquistes et par les staliniens, qui va franchir les Pyrénées. Alors il y a l'image d'Épinal où il franchit les Pyrénées avec la thèse de Lacan d'un côté, et puis avec la thèse d'Hermann Simon, qui était un psychiatre allemand, qui avait l'idée comme ça de comment activer le milieu, c'est-à-dire comment les gens peuvent être actifs dans le milieu, et qu'en fait le milieu de soins, il peut produire de la pathologie, mais aussi il peut produire de la thérapeutique. Quand je dis milieu de soins, alors tu entends ça aussi au niveau politique, c'est intéressant pour nous, tout milieu produit de la pathologie, de l'aliénation. Donc il faut soigner le milieu, on en prend soin, c'est valable pour les milieux militants, c'est valable pour tous les milieux, quoi. Le milieu du travail et tout, bon. Et donc ce Toscaïès arrive, il va être récupéré du camp où il est interné à côté des Pyrénées par un médecin qui dirige à l'époque l'hôpital de Saint-Alban en Lozère. Il y a Didier Deninx qui avait écrit un petit bouquin caché dans la maison des fous, je crois.
Et donc à Saint-Alban vont se retrouver Lucien Bonafé, qui va être l'un des penseurs du désaliénisme, qui est communiste. Et en fait, à Saint-Alban, il va y avoir une pratique de clinique et une pratique politique. C'est-à-dire qu'en même temps qu'ils vont découvrir comment soigner la psychose vraiment et comment ils vont faire de la géopsychiatrie, c'est-à-dire qu'ils vont prendre le chasse-neige là, pour aller faire des visites à domicile chez les paysans du coin, pour les gens qui vont pas bien, tout ça, pendant la guerre. C'est-à-dire que dans le même temps, ils planquent des armes, ils participent au combat du Mont Mouchet, ils planquent des juifs, ils planquent Éluard, ils planquent Canguilhem, enfin... Il va y avoir un bouillon de culture comme ça, au cœur même de la catastrophe. Alors ça, c'est hyper important pour moi, parce que par rapport à tous les discours déclinistes de collapso, machin, etc., au cœur de la catastrophe, il peut y avoir des points de bascule, mais qui peuvent être des points de bascule d'émancipation aussi. Et l'histoire de la psychothérapie institutionnelle, elle est née d'une catastrophe, mais et dans cette catastrophe, se sont créées des pratiques qui ont changé le monde psychiatrique, mais qui ont même changé le monde politique dans une certaine mesure, quoi. Et qui sont partis de comment on se démerde concrètement dans la vie quotidienne. Bon. Et donc ça, c'est important parce que ça a lutté contre la question concentrationnaire qu'avait l'asile psychiatrique. Alors il y avait... Tosquiès, il aimait bien qu'on parle du mot asile parce qu'on entend la polysémie d'asile, mais le problème de l'asile, c'est qu'il peut se transformer en système asilaire. Et il s'agit de combattre le système asilaire. Et alors là, il faut être assez clair. Le système asilaire, il n'est pas limité à des murs. Un établissement, c'est l'hôpital psychiatrique, il est dans nos têtes, mais ça peut être aussi une structure ambulatoire, peut être aussi asilaire, voire plus asilaire qu'un établissement travaillé. C'est-à-dire que tout milieu produit de la pathologie. Forcément, quand tu es 24 heures sur 24 avec des personnes qui sont hospitalisées, etc., il va y avoir beaucoup plus de micro-pathologies qui se transforment en macro-pathologies qui vont être visibles, etc. Donc, la psychothérapie institutionnelle, et alors pour pas être dans la monumentalisation des mots comme ça, dans le bouquin qu'on a écrit là, avec Rachel Knabel et puis Lauriane Bellassène là, sur la révolte de la psychiatrie, à la fin, le dernier chapitre, et c'était dans des discussions notamment avec Pierre Dardot et tout ça, on parlait de pratiques altératrices. C'est-à-dire comment, et ça c'est un peu Castoriadis moi, qui m'a aiguillé là-dessus, c'est comment on pense la question de l'altération. Et alors, dans l'altération, on entend, il y a l'altérité, bien entendu, bon, ok, mais il y a, quoi que tu fasses, le temps passe, et le temps qui passe altère les choses. Mais il les altère dans un sens comme dans l'autre. C'est pas forcément le déclinisme, l'altération. Et du coup, les pratiques altératrices, c'est comment on articule des registres de pratiques différentes, et comment l'aliénation sociale de la psychothérapie institutionnelle d'il y a 60 ans, c'est plus la même aliénation sociale maintenant. Et comment on pense l'aliénation du moment, qu'on va appeler l'aliénation néolibérale, quoi, le capitalisme financiarisé, là, comme disait la copine Sandra Lucbert, que vous avez invitée, comment on pense ces aliénations du moment. Et donc, on ne peut pas sérieusement soigner des gens si on ne soigne pas l'aliénation du moment. Un exemple très con, question du burn-out, alors, bon, voilà, ou de la souffrance au travail. La première des choses quand un mec vient te voir et qu'il est déprimé, ou une nana, ou n'importe, ou pas un non assigné de genre, etc., qui vient te voir et qui dit je souffre au travail, c'est bon, déjà tu vas l'interroger sur c'est quoi son travail, il va te dire je suis déprimé, ça me déprime. D'abord, tu vas essayer de l'envoyer chez l'avocat, chez le syndicat, et puis tu vas pas naturaliser ces troubles psychiques. Ça, après, on parlera de sa dépression. Moi, souvent, je leur disais à mes patients, d'abord, on essaye de voir c'est quoi l'aliénation de votre milieu, et puis après, on parlera de votre dépression si vous voulez. Mais je veux pas vous mettre des antidépresseurs tout de suite, là, ça suffit, ça va bien. Parce qu'en fait, en faisant ça, qu'est-ce que tu fais ? Tu prolonges l'abus, quoi. L'abus du néolibéral, on peut dire. L'abus néolibéral, c'est quoi ? C'est de centrer sur l'individu des pathologies qui sont des pathologies de milieu. Et c'est ça, le terme de santé mentale, en fait, il recouvre ce truc-là. C'est-à-dire que la santé mentale, c'est un opérateur du néolibéralisme pour individualiser les problématiques sur la psyché des gens. Alors maintenant, c'est même plus la psyché, sur le cerveau des gens. C'est-à-dire que tu es responsable de ton cerveau, il faut que tu fasses jouer ta plasticité cérébrale pour t'adapter au monde tel qu'il est. Et c'est ça la définition de la santé mentale, hein, s'adapter à une situation à laquelle on ne peut rien changer, merci beaucoup. Donc ne nous adaptons pas à une situation qui est présentée comme inchangeable. Et donc là-dessus, la psychothérapie institutionnelle, elle est hyper importante pour moi,
parce qu'elle met en question, ce que Houry racontait, c'est la double articulation, l'aliénation politique et l'aliénation psychopathologique. Parce que, attention, la société, certes aliène, mais tu as aussi des aliénations qui sont singulières, qui sont de l'existence des gens, qui sont de leur milieu, qui sont de tout un tas de trucs. Donc voilà, en très condensé, l'histoire de la psychothérapie institutionnelle et de son devenir, quoi, toujours à venir, quoi. Et j'ai notamment une question sur ton rapport et ton questionnement par rapport à ce qui pourrait m'apparaître comme la fonction normatrice de la psychiatrie. C'est-à-dire que, évidemment, la façon dont on définit des comportements comme pathologiques et devant être traités, ça dépend évidemment d'un certain nombre de normes sociales, d'époque, etc., et de ce qu'on définit dans un cadre donné comme la folie, la pathologie qui doit être traitée. Il ne s'agit pas de tordre le bâton dans l'autre sens en caricaturant, en disant c'est juste une affaire de normes, de point de vue, etc. La folie n'existe jamais, la psychose n'existe pas en soi, etc. Ni de nier le fait qu'il y aurait une souffrance qui, quand même, doit être traitée. Cependant, on ne peut pas non plus, il me semble, accepter tel quel par exemple la typologie des pathologies qui va être faite, par exemple, dans le DSM, qui est le principal manuel de psychiatrie qui va répertorier des comportements considérés comme pathologiques avec en face un certain traitement, etc. Et ça répond évidemment à une norme et à la manière dont une société définit ce qui est pathologique et ce qui ne l'est pas. Et en quoi et comment, en tant que psychiatre, tu peux te débattre avec ça, faire un pas de côté, remettre des choses en cause ou pas, ou alors est-ce que en tant que psychiatre, on est condamné et obligé à accepter une définition des pathologies qui est celle faite par notre société? Non. Non, parce que, en fait, moi j'aime bien la définition d'une femme que j'admire beaucoup, qui s'appelle Françoise Davoine, qui a écrit Trauma et Histoire, et elle dit la folie, c'est un microscope du lien social. C'est-à-dire que, après, Tosquès, il disait on est tous fous, mais on n'est pas tous malades de sa folie. C'est-à-dire, t'as des points de cristallisation à des moments. Moi, souvent, il m'arrive, avec les patients, de jouer avec ça, avec les diagnostics, etc. C'est-à-dire, il y a des fois, on peut s'inventer aussi des diagnostics, et puis les gens peuvent se dire, tiens, moi, je suis comme ça, bah d'accord, pourquoi pas. Bon, c'est-à-dire que ce qui compte, c'est de jouer. C'est les assignations, alors moi, ça me gonfle, et puis épingler les papillons, ça me fait chier. Donc, vraiment, la psychiatrie, c'est ce que moi je milite pour une psychiatrie du jeu et du contre-pouvoir. C'est-à-dire que il faut toujours que les gens ils puissent avoir un contre-pouvoir par rapport à eux-mêmes, par rapport à toi aussi. C'est-à-dire qu'ils puissent se révolter aussi contre le diagnostic, machin. Par exemple, t'as des gens maintenant qui arrivent qui disent je suis bipolaire. Bon, d'accord, bah c'est quoi alors? J'en sais rien. Je leur dis si je sais un peu, mais racontez-moi. Et puis alors ils vont te raconter des trucs. Alors qu'est-ce qui vous a rendu comme ça? Oh, bah de toute façon, mon père il était comme ça aussi, ah bon d'accord. Puis alors tu vas arriver sur des histoires de trauma de la grande histoire ou de petites histoires et tout. Et puis là, ce qui compte en fait, c'est pas le diagnostic, c'est comment tu construis un sens à ce qui arrive à la personne et à son monde. Et puis ce qui arrive à nous, parce que tu vas être pris dans son monde quand tu es en relation avec lui, en consultation, en groupe thérapeutique ou dans la cité, etc. Bon. Donc, et ça, moi, c'est un point que je tiens beaucoup de la psychanalyse, quoi. Il ne s'agit pas d'avoir une vérité sur la personne, c'est comment tu construis du sens. Ça peut être un sens très précaire. Par exemple, tu as quelqu'un qui peut dire, bah ouais, je suis bipolaire, et puis à un moment donné, il va se dire, en fait, je suis pas bipolaire, je suis un autre diagnostic. Pourquoi pas? Ce qui compte, c'est est-ce que ça fait sens pour lui? Est-ce qu'il peut s'y tenir pour essayer de marcher dans la vie selon des moyens qui lui vont? C'est-à-dire, alors ça c'est un petit peu, c'est Lauriane, ma femme, là, qui insiste beaucoup là-dessus, elle discute beaucoup avec le Cléotiste, qui est une association militante, sur la question antivalidiste. Alors ce qui est important, à mon avis, dans cette histoire antivalidiste, là, c'est comment on fait pour se démerder là où on est, avec sa vie, et comment le milieu peut supporter ça. C'est-à-dire que la psychiatrie, elle doit traiter le milieu. Et donc tu vois, les diagnostics, ça fait partie du milieu, c'est des constructions sociales. Moi je lutte contre la naturalisation, finalement, quelle qu'elle soit, la naturalisation diagnostique, la naturalisation des pénuries, tu vois, psychiatriques qui induisent un certain type de pratique. Par exemple, ça va bien de dire on manque de moyens, d'accord, on manque de moyens, ok, c'est vrai, pénurie,
Mais la question des pratiques sadiques et maltraitantes en psychiatrie, elle n'a pas attendu les pénuries. C'est-à-dire qu'elle est renforcée par les pénuries. Tu penses par exemple au renforcement des contentions, ou au Ouais, retour des électrochocs ou... Ouais, c'est les contentions, les isolements, etc. Oui, il y a des cas. Alors, nous, dans le service, on n'attachait pas les gens. C'était extrêmement, extrêmement rare. Vraiment, et il y avait avec les collègues, le collectif de soins, là, il y avait des réticences même à l'intérieur de l'équipe, hein, mais c'était de toute façon, attacher quelqu'un, c'est antithérapeutique par rapport à Véran qui fait son gugus là, à l'Assemblée nationale en disant oui, faut écouter les soignants en psychiatrie, la contention, ça soigne. C'est pas vrai. La contention, ça contrôle un corps. Ça peut peut-être éviter que la personne se mette en grave danger physique, mais c'est pas comme ça que tu vas faire un pas vers la confiance de la personne par rapport à toi. C'est pas vrai. Une chambre d'isolement, à la limite, c'est comment tu vas pouvoir rentrer en contact avec la personne, mais il faut qu'elle ait un minimum de possibilité de déambuler. T'imagines, t'es attaché sur un lit, tu dois pisser dans un truc, là, une pissotière portable, là, et puis dans une chambre d'isolement. Enfin, je veux dire, ça va. Et en plus, ça fait des dégâts sur la rencontre. Tu peux pas rencontrer quelqu'un comme ça quand il est déjà complètement allongé. Alors moi, j'ai tout un tas d'histoires de comment on peut essayer de faire autrement. C'est-à-dire, mais par exemple, tu vois, c'est là où on voit que le milieu, il peut être naturalisé. On entend souvent, oui, c'est les patients qui sont les plus dangereux, de toute façon, on peut rien faire, on n'a pas les moyens. Il y a l'histoire, là, en ce moment, de Marseille. À Marseille, il y a une grève qui est portée par des syndicats, un syndicat, je crois. La CGT, notamment, oui. La CGT. Pour ne pas accueillir une personne qui vraiment fout le bordel, quoi. Et voilà. Des personnes qui foutent le bordel, il y en a toujours eu en psychiatrie. C'est notre lot commun. La question, c'est comment on se dit qu'on n'est pas en capacité de recevoir les personnes, mais ça, c'est notre problème. C'est à nous de le traiter. Mais c'est à nous de le traiter sur deux plans. Sur le plan professionnel, clinique, comment on peut faire pour s'adapter au mieux à la personne, et sur le plan politique. C'est-à-dire que ça ne va pas de dire oui, on n'accueille pas parce qu'on n'a pas les moyens. Mais qu'est-ce qui fait qu'en tant que citoyen, on milite pas pour avoir un autre imaginaire par rapport à la folie, pour avoir des moyens, mais des moyens pour une certaine psychiatrie, qui est une psychiatrie du lien, qui est une psychiatrie qui traite humainement les gens avec des êtres humains. Parce que les pratiques sadiques en psychiatrie, elles peuvent se faire avec plein de moyens. Elles peuvent se faire aussi en contexte de pénurie, comme je t'ai dit, mais faut pas se leurrer là-dessus, quoi. Donc, il faut vraiment essayer, à mon sens, de toujours se mettre en question. Alors, par exemple, un truc, tu as de naturalisation sur le patient. Tu as depuis 15 ans un truc qui s'appelle les dépressions résistantes ou la schizophrénie résistante. Alors, bon, tu peux entendre, ouais, on est schizophrène, on résiste, quoi, on est des résistants. Bon, ça, c'est plutôt sympa. Bon. Mais, en fait, la question, qui est-ce qui dit schizophrénie résistante ? C'est les soignants. C'est-à-dire que c'est nous qui résistons à la schizophrénie parce qu'on ne sait pas la prendre en charge ou parce qu'on ne sait plus la prendre en charge ou parce qu'on ne sait pas encore la prendre en charge. C'est-à-dire qu'il faut arrêter de mettre tout sur les dos des patients. C'est bon, ils ont déjà suffisamment apporté. C'est-à-dire que nous, on doit être là en tant que professionnels, en tant que citoyens et tous en tant que participants à ce monde commun, là. On doit se poser la question de comment on accueille les gens ou comment on n'arrive pas à les accueillir. C'est-à-dire que toutes les frontières qu'on a dans nos têtes, les frontières qui sont réelles, physiques, etc., un peu partout là dans le monde, elles ont des effets dans le non-accueil de la folie. Et ce non-accueil, eh ben, c'est Erasme qui disait que la folie se transforme en furie. Artaud, il disait la même chose. Il disait, si on ne prend pas en compte la question de la souffrance de l'existence et de la poésie de la folie, mais une poésie tragique où la personne se met vraiment dans un danger grave, c'est de souffrance terrible. Si on ne prend pas ça en question, c'est le mauvais côté des choses qui reviennent, c'est la violence. Et en fait, la violence, il peut y avoir des gens qui sont violents, mais il faut toujours qu'on se pose la question en quoi ça nous est adressé et comment nous, on peut essayer de supporter au maximum ça. Pas le supporter en martyr, hein,
mais le supporter collectivement. C'est pour ça qu'il faut des institutions, dans le sens d'instituer des espaces où il y a de la vie, de la rencontre, etc. Et les institutions, c'est pas juste les établissements mouroirs ou le système asilaire, quoi. Notamment, tu parlais de la question donc de la grève reconductible qu'il y a en ce moment dans un des hôpitaux de Marseille, donc qui est lié au retour d'un patient considéré comme difficile, qui est appelé Monsieur D dans les médias. Et le discours, en effet, des syndicalistes est assez ambigu, parce que d'un côté, ils disent qu'il ne s'agit pas de priver la personne de soins, et qu'en effet, elle a le droit d'être accueillie comme tout le monde, etc., qu'il demande des moyens pour pouvoir l'accueillir, etc., des effectifs. Cela dit, ce qui est assez frappant tout de même, c'est le fait qu'il ne s'agit pas d'une campagne pour plus de moyens dans l'hôpital, ce qui pourrait paraître nécessaire sans être suffisant. Il s'agit tout de même d'une campagne singularisant un cas, une situation, et étant quand même assez proche d'un discours de stigmatisation, voire de déshumanisation de ce patient-là. Ce qui m'a frappé dans les descriptions de ce patient-là qui étaient faites quand même par les différents soignants et la manière dont c'était repris par un certain nombre de médias, c'était que ça s'inscrivait à la fois dans le discours sécuritaire, dans la panique, etc. On insiste beaucoup sur le fait que ce mec-là aurait retourné une voiture de police, par exemple, et on insiste aussi sur tout ce qui pourrait le différencier de l'humanité commune. On insiste sur le fait qu'il fait plus de 2 mètres, qu'il pèse 140 kilos, il est décrit comme un géant, on parle d'une force surhumaine, on parle de quelqu'un de terrifiant, etc. Et c'est-à-dire qu'on on le considère comme totalement différent, et on insiste uniquement sur son danger, quoi, sur le fait qu'il terrifie, etc. Et je veux bien te lire l'extrait d'un texte qui a été écrit par Sarah Joly, qui m'a notamment aidé à préparer cet entretien. Donc c'est un texte qui s'appelle « Mes pensées vont à Monsieur D », et c'est publié sur son blog qui s'appelle Une si belle folie, et que vous pourrez lire à l'adresse unesibellefolie.com. Donc j'ai sélectionné 2 extraits de ce texte. « Mes pensées vont à Monsieur D ». Au fil des torchons, on apprend comment Monsieur D est trimballé de service en service, comment un dispositif spécifique a été mis en place par la préfecture, mais non, rien n'y fait. Monsieur D explose, éructe, fugue, détruit tout sur son passage. Et quand ça pète, il faut 12, non, 16, non, 19 soignants pour le maîtriser. Sa taille, son poids sont répétés sans cesse. Et les attaques incessantes envers tous ceux qu'il rencontre. C'est important, ça, de faire de lui une bête, un démon. De montrer qu'il est d'une autre nature. Quand nous sommes tous faits du même bois. La folie est affaire d'intensité, elle est affaire d'environnement, de relation à l'autre et au monde, elle est profondément humaine. Mieux vaut aussi faire porter tous les maux à Monsieur D, plutôt que de souligner les manques de l'inhospitalière psychiatrie. Le but, faire trembler les Français jusque dans leur lit. Le reste est offert à la spéculation. Le reste, sauf l'implicite évidence qui transpire de tous ces articles. Les actes de Monsieur D sont, à chaque fois, des actes froids, déterminés, intentionnels. Permettez-moi de combler ce trou béant offert à la spéculation, en m'appuyant sur l'expérience, sur mes recherches, sur les confidences qui me sont offertes par mes pairs. La vie de Monsieur D, depuis ses 16 ans, c'est une vie faite d'aller-retour entre les unités pour malades difficiles et les services fermés. Une vie de souffrance aiguë, de souffrance continue, une vie de chambre d'isolement, une vie de contention, une vie de piqûres, une vie de chimie lourde, probablement une vie d'électrochoc. On sait assommer les chevaux, assommer des éléphants. Soyez sûr qu'on assomme Monsieur D. C'est une vie désorientée, une vie de noyade et de panique, une vie de 20 coups rendus pour un coup donné, une vie d'humiliation et d'insultes qui appartiennent aujourd'hui au domaine public. Une vie sans vie privée, une vie sans amour, ou peut-être quelqu'un est-il encore là. Si c'est le cas, mes pensées vont aussi vers vous. Soyez sûr aussi que si Monsieur D avait tué, s'il avait torturé, s'il avait violé femme et enfant, nous le saurions. Les médias s'en seraient régalés. Monsieur D n'est pas un grand criminel, il est inadapté à un monde qui ne s'est jamais adapté à lui. Et je vais te lire le second extrait qui se situe plus loin dans le texte. La psychiatrie avait commencé à prendre un visage humain à partir de l'après-guerre, après que 45 000 malades soient morts de faim sous le régime de Vichy, après l'expérience de la Borde, avec le mouvement du désalinisme, avec les courants de la psychothérapie institutionnelle et de l'antipsychiatrie. Il fut un temps où, pour les soignants, pour les policiers, pour les pompiers, travailler auprès de l'humain en crise, c'était désamorcer des situations en apparence inextricables, c'était prendre le temps d'apaiser, c'était prendre le risque de se prendre une baffe parce qu'on avait le souci de détricoter le fruit de la panique et du délire, de celui de la violence intentionnelle. Cette période de renouveau intellectuel et éthique, cette période où sont nées de nouvelles pratiques et de nouveaux espoirs pour les fous et révolus.
La psychiatrie régresse, la psychiatrie est ultra violente, et la société est à son image à l'égard des fous et des folles. Ou alors c'est l'inverse. Bon, c'est une très belle lettre, en effet, il faut aller sur le site pour la lire en entier. Deux choses. La première, c'est, moi je me rappelle d'une histoire qui m'avait été racontée, il y avait un psychiatre qui s'appelait Sven Follin, je crois, qui arrive comme ça dans un service de psychiatrie un jour, et puis il y a quelqu'un qui arrive qui lui fout une grosse mandale. Et alors c'était l'époque, tu vois, où il y avait les visites, je sais pas quoi, donc tout le monde, on a frappé le médecin, et lui il dit, qu'est-ce que je peux faire pour vous ? Qu'est-ce que vous voulez me dire ? C'est-à-dire que tout ce qui se passe, les actes, les passages à l'acte, etc., sont une tentative de s'adresser à l'autre. Ça, c'est un truc hyper important parce que du coup, t'es plus dans le comportement, t'es dans le lien, quoi. C'est-à-dire, t'es dans l'altération réciproque. Bon, c'est la première chose. La deuxième chose par rapport à cette histoire de tous les Monsieur D qu'on connaît, c'est que parler de ça, sans parler de comment évoluer la psychiatrie ces 30 dernières années, c'est vraiment comment dire ça ? C'est une saloperie, quoi. C'est-à-dire que la force des mouvements qu'il y a eu en 2018-2019, là, qu'on raconte, qui ont donné naissance au printemps de la psychiatrie, là, qui vont faire les assises et tout ça, les gens qui ont fait des grèves de la faim, qui sont perchés sur le toit d'un hôpital, pourquoi ils ont fait ça ? C'était pas pour des revendications salariales. Ils ont fait ça pour dire on en a marre de pas accueillir dignement les patients. C'est-à-dire que c'était la première fois où des syndicats locaux, des soignants non syndiqués, etc., se soulevaient pour mettre en question l'accueil des personnes qui n'arrivaient plus à accueillir. Alors ça marque une rupture, je pense. Ça avait existé déjà un peu avant, etc. Mais pour moi, ça marque une rupture, parce que ceux qui se sont soulevés, c'est des aides-soignants, c'est des infirmiers, etc. C'est pas les psychiatres militants habituels dont on est, etc. C'était vraiment, c'est parti de là. Bon. Donc, tout comme pour le collectif Interurgence, tu vois, le collectif Interurgence, c'est parti au départ de quelqu'un qui frappe un soignant à l'hôpital Saint-Antoine, là, et du coup, ils se mettent en lien en disant c'est plus possible, la catastrophe de l'hôpital, et le fait que tu attendes pendant 10 heures en salle d'attente aux urgences, forcément, ça crée de la violence, forcément. Mais la violence, il y a quoi en dessous de la violence ? Et c'est ça qu'il faut pas oublier quand on est un clinicien, un praticien, c'est il y a de l'angoisse. Quoi qu'il arrive, ces violences, c'est une suite de processus psychiques. Le mec là, il est peut-être complètement cristallisé dans une angoisse qu'il n'arrive même plus à éprouver, quoi. Je sais pas sa situation individuelle, mais on s'en fout. Ce qui compte, c'est que normalement, si on avait fait ce qu'il fallait, nous en tant que société, c'est-à-dire accueillir le gars, parce qu'à mon avis, l'accueil, le non-accueil, en effet, c'est ce qu'elle dit dans le texte, la non-hospitalité, ça se passe très très tôt. Tu vois, là maintenant, moi je m'occupe de gamins qui sont en difficulté. Ils ont 10-12 ans, tu vois. Certains qui sont psychotiques. Tu te dis, quand ils vont être adultes, dans 10 ans, ça va être quoi leur lien avec la psychiatrie ? Tu vois, si on n'arrive pas à changer le milieu, là, à le remettre en question radicalement en ce moment, des messieurs comme ça, des cris comme ça, il va y en avoir à l'appel, mais c'est nous qui les aurons sécrétés. Nous, collectivement. Et eux, ils auront... Bonafé, il disait la folie est une juste protestation contre d'injustes contraintes. Là, il y a une injuste contrainte, là, de faire que la psychiatrie n'accueille plus rien. Parce que, tu vois, ça, c'est le pendant des discours de déstigmatisation qu'on entend à longueur de radio, de télé, etc., et dans la bouche de tous les politiques. La déstigmatisation néolibérale, ou l'inclusion néolibérale, là, telle qu'elle est mise en pratique, ça conduit à de la ségrégation comme ça. Et ça conduit à la perte des liens de solidarité, la solidarité thérapeutique. Et c'est un patient qui nous avait dit ça au groupe journal qu'on faisait avec les patients, là, et tout. Il nous avait dit, voilà, il y a de la fraternité thérapeutique, de la solidarité thérapeutique. C'est-à-dire que toi et moi et nous, là, patients, soignants, machin, on est dans le même bateau, quoi. On est dans le même bateau parce qu'on est tous des existants, on a tous des fonds de failles. La vie, c'est faire avec nos failles, quoi. Tous. Alors, on est plus ou moins malade de nos failles, mais... Et on perd cette solidarité-là. On la perd. Et du coup, voilà, on voit les soignants contre les patients.
Mais ça, c'est à l'image des directions d'hôpital contre les soignants. Je te raconterai mon histoire à l'hôpital. C'est la prochaine question. C'est la prochaine question. Bah, je lis dans tes pensées, c'est mauvais ça. On va pas faire de... C'est mon diagnostic là, ça va pas. Bon, en tout cas... cette perte de solidarité minimale, c'est-à-dire que la folie est un drame humain, et ce qui est décrit comme étant la monstruosité, eh ben ouais, l'humain il est fait de monstrueux. Oui, on a tous des parts monstrueuses en nous, qu'on se dise, qu'on se dise pas. Il n'y a pas de purisme. C'est pareil dans les milieux militants aussi, on n'est pas tout le temps pur, même si on se le dit. C'est-à-dire qu'on est toujours altéré par le monde, et c'est ça qu'il faut penser. Moi, c'est ça qui m'intéresse, c'est comment on pense ce qui va pas, ce qui déconne, quoi. Parce que la folie, ça montre ce qui déconne. Et puis ça déconne, ça fait déconner aussi. Et ça, c'est important, la déconiatrie. Tosquelles, là, il parlait de déconiatrie. C'est-à-dire qu'il faut déconner, dans le sens ludique aussi du terme. Moi, ce qui m'a aussi marqué, là, par rapport au point de rencontre avec la psychiatrie, c'est le niveau de prise d'humour aussi qu'il peut y avoir dans les milieux qui sont bien soignés. C'est-à-dire qu'on peut vachement se marrer, quoi. Mais pas se marrer sur les patients, ça c'est le milieu asilaire, se marrer avec eux. Nous, on a fait des exercices de déconiatrie pendant des années avec le groupe Journal ou avec la radio et tout ça, là, quand je travaillais sur le secteur, et puis dans d'autres espaces et tout. Ça, c'est hyper important au niveau des pratiques. C'est-à-dire que nos pratiques de soins, c'est des pratiques de vie aussi. Voilà. Et donc, je dis... Je souhaitais te parler donc, de ces 2 dernières années, de la façon dont le confinement a été géré dans l'hôpital où tu travaillais, et les conflits qui ont eu lieu dans ton hôpital, qui sont allés jusqu'au fait que tu sois démis de tes fonctions de chef de pôle. Je vais en faire un peu une chronologie, et ensuite tu commenteras, tu diras ce que tu en penses, ou tu réagiras sur les points sur lesquels tu souhaites réagir. Ça a commencé, il me semble, en mi-avril 2020, donc avec l'enfermement des patients dans leur chambre, à clé, sans autorisation du médecin, indépendamment d'une préconisation médicale, sur la seule base du confinement, avec vraiment une confusion entre un isolement psychiatrique censé répondre au comportement et à un intérêt de santé et de soins pour le patient, qui est censé être contrôlé par un médecin et par un juge si ça se prolonge, et avec là un enfermement d'office décidé de manière administrative sur la seule base du confinement, de la circulation d'un virus, ce qui n'avait pas lieu évidemment ni dans les maisons, ni dans les immeubles, ni dans l'hôpital général, où on n'allait pas enfermer à clé quelqu'un qui était hospitalisé parce qu'il avait une fracture à l'hôpital général. Or, c'est ce qui s'est passé en psychiatrie. À ce moment-là, tu avais donc dénoncé ça, à la fois auprès du procureur et auprès de la contrôleuse des lieux de privation de liberté, et aussi dans les médias. Quelques jours plus tard, mi-mai, il y avait eu une lettre des infirmiers et des infirmières avec lesquels tu travaillais à ton sujet, avec des reproches de certains. De certains. Oui, pas... De certains. Alors, avec des reproches de plusieurs ordres, liés à des tensions qui s'étaient, semble-t-il, aggravées depuis plusieurs mois. Il me semble qu'il y avait des reproches de 2 ordres, à ce que j'en ai lu dans cette lettre. Il y avait d'une part des reproches liés C'était une lettre anonyme, oui. Précisé. Avec donc d'une part des reproches liés au fonctionnement du service, le reproche d'avoir créé un groupe d'entraide mutuelle, avoir embauché un éducateur spécialisé à un poste d'infirmier, un reproche lié au fait qu'un psychologue et non un psychiatre puisse être référent à l'hôpital de jour, ce qui, selon le point de vue, peut être vu soit comme une confusion et des décisions unilatérales, soit comme la défense de la pluridisciplinarité liée à la psychothérapie institutionnelle. Et d'autre part, il y avait des reproches sur ton comportement, que ce soit un supposé manque d'écoute de ta part, une attitude peut-être autoritaire avec les infirmiers, etc. Des entretiens impromptus, ou le fait que tu aurais questionné des infirmières sur le comportement de leurs collègues. Mi-juin, ne parlant plus de ton comportement avec tes collègues ou tes subordonnés, il y a eu 2 tracts syndicaux de la CGT et de l'UNSA qui saluaient le travail de tous les salariés de l'hôpital
et reprochait le fait qu'il y ait eu des expressions dans les médias à propos de l'enfermement des patients et qui affirmait que les reportages sur la façon dont étaient traités les patients étaient stigmatisants. Les mois suivants, la direction avait repris une partie des griefs de certains des infirmiers qui te mettaient en cause, mais on avait ajouté d'autres, en insistant notamment sur les notions de sécurité. Ce qui t'était notamment essentiellement reproché à ce moment-là, c'était des fugues, entre guillemets. On te reprochait notamment de ne pas vouloir fermer le service, de distinguer les sorties non programmées et les sorties non autorisées, c'est-à-dire des sorties non programmées de patients qui étaient en hospitalisation libre, qui simplement n'avaient pas alerté du fait qu'ils allaient sortir, et des sorties non autorisées, c'est-à-dire des personnes qui étaient en hospitalisation sous contrainte et qui sortaient quand même. Elle te reprochait de critiquer le terme fugue, que tu voyais comme une infantilisation, et de ne pas utiliser non plus des termes comme évasion ou comme fugue, que tu associais à l'univers carcéral et à une rupture de confiance. À te reprocher aussi de penser les choses en termes de rapport bénéfice-risque, c'est-à-dire de chercher le maintien d'une liberté des patients et la défense de pratiques éthiques, bien qu'il y ait aussi des enjeux de sécurité. On te reprochait aussi de politiser la clinique ou d'instrumentaliser politiquement la question du soin. T'avais notamment porté plainte pour dénonciation calomnieuse, harcèlement moral, diffamation non publique et publique. T'avais été soutenu par une partie de l'équipe soignante, par l'Union syndicale de la psychiatrie, par l'association Les Psychoses, par Sud Santé, par la coordination de l'intercollègue des psychologues hospitaliers, par le cercle de réflexion et de proposition d'action sur la psychiatrie, par le collectif national des intercollèges, et aussi par des patients de ton hôpital, et par un collectif de patients qui s'appelle UMAPSI. Il y avait eu un rassemblement de soutien. Tous ces collectifs-là, même si leurs expressions étaient plurielles, différentes aussi. Par exemple, Sud Santé insistait sur le caractère de prétexte des accusations, des reproches qui t'avaient été faits sans prendre spécialement parti sur les tensions qu'il y avait pu y avoir au travail, mais semblait ne pas être dupe sur le fait que ce qu'on te faisait payer, c'était de t'être exprimé publiquement contre l'enfermement des patients. T'as donc été suite à ça démis de tes fonctions de chef de pôle. Il y a eu, il me semble, une réorganisation de ce service-là avec des démissions. Tous les psychiatres sont partis. D'accord. Et ce qui semble être aussi une rupture, une fin de cette expérience de psychothérapie institutionnelle ou d'ouverture du service là où tu travaillais. Je peux simplement lire ce qu'en a écrit Sud Santé. Les reproches à l'encontre de ce médecin, donc toi, mis en avant par la direction, seraient des conflits dans son service liés au travail antérieur et à la saisie de la CGLPL. Mais à l'évidence, ce qui a entraîné le courroux et l'acharnement de la direction est bien qu'il ait défendu les patients contre un abus de pouvoir bureaucratique, conduisant à une dérive grave qui devrait être dénoncée. Je sais pas si tu veux réagir sur tes points. Alors, il y a énormément de choses. C'est une histoire dramatique, déjà, parce que ça laisse sur le carreau quand même un certain nombre de personnes. En premier lieu, les patients avec qui on a créé pendant plusieurs années un lieu qui me semble propice à des soins un peu autres que les soins hégémoniques actuels. En fait, il y a plusieurs choses. Dans tout service, il y a des conflits. Ça fait partie, les conflits, c'est la vie. Par contre, il y a des lignes assez claires pour moi, et de ma fonction de chef, c'était simple, c'est-à-dire au travail, on est là pour travailler, quoi. Au travail, on travaille. C'est con, hein, comme truc. Ça, c'est le premier truc. Et le deuxième truc, c'est le directeur de l'hôpital, c'est le patient. Ça, c'est Philippe Coquelin qui disait ça, dans un petit bouquin qui s'appelle Corridor de sécurité. Et j'aime bien ça. Bon, il y a un petit pic, bien entendu, mais le directeur de l'hôpital, c'est le patient, c'est de dire que l'hôpital psychiatrique, normalement, il devrait être fait pour les patients. Il ne devrait pas être fait pour les professionnels, il ne devrait pas être fait pour les directions des hôpitaux, il ne devrait pas être fait pour les tutelles, pour l'ordre public, il devrait être fait pour les patients. Et en fait, notre boulot, c'est de faire que l'hôpital psychiatrique soit fait pour les patients. Bon. Donc ça, c'est les points, en effet, un peu tendus, parce que tout le monde ne partage pas ça. Après, il y avait donc des conflits dans le service, mais comme je viens de dire, il y a dans tous les services. C'était le moment aussi des grèves dans l'hôpital public. Encore en novembre 2019, il y avait des grosses manifs, etc. On avait fait une lettre ouverte avec le service. Tout ça. Alors ça a été publié dans Mediapart, une enquête qui explique un peu, qui fait contrepoint à l'acharnement de la direction là. Et sur le blog que j'ai là sur Mediapart, il y avait cette lettre ouverte qui avait été signée par l'équipe de dire que il y avait eu une agression à ce moment-là dans le service, et c'était dans le moment où il y avait très peu de personnel, on commençait déjà à avoir du mal à recruter et tout ça. Bon.
Donc, il y a plein de choses. En fait, quand arrive le Covid, ça met une sorte de couvercle sur tous ces conflits qui étaient en train de s'élaborer, quoi. C'était tendu, mais bon, ça allait s'élaborer. Et en fait, quand est arrivé le Covid, bon, on a réorganisé le service, il s'est passé plein de choses. Au début, l'unité Covid, elle n'était pas sur l'hôpital, alors c'est l'hôpital de Moisselles, elle était sur l'hôpital de Nanterre et tout ça, et à un moment donné, l'unité Covid va arriver sur l'hôpital de Moisselles. Et en fait, assez rapidement, alors bien entendu, j'ai les traces de tout ça, j'ai jamais eu de réponse à ces mails, mais j'ai les traces, elles sont dans le dossier judiciaire. J'envoie des mails en disant, parce qu'on apprend que sur l'unité Covid, tous les patients sont enfermés à clé dans leur chambre, quel que soit leur statut d'hospitalisation. Donc, en fait, c'est un délit d'enfermer quelqu'un en hospitalisation libre dans une chambre à clé. C'est interdit, c'est illégal, à moins qu'il ait signé un contrat comme quoi il était d'accord pour, etc. C'est interdit. Bon. Et donc, c'est une privation grave de liberté. Privation grave de liberté qui a lieu dans beaucoup d'établissements. Voilà. Et dans notre établissement, déjà avant ça, on était le seul service ouvert à recevoir les mêmes patients que les autres, mais les gens pouvaient circuler, et souvent tu as ce truc-là de dire « Ah bah oui, les services ouverts, c'est pour les gens en hospitalisation libre. » Bah non. Les services ouverts, c'est aussi pour les gens en hospitalisation sous contrainte, parce que qu'est-ce qu'on travaille avec tous les patients ? C'est la responsabilisation et la confiance. Un mec qui va fuguer, y a des gens qui vont fuguer, mais on sait qu'ils vont pas se mettre en danger, et que ça va être un travail de lien de confiance. Il y a des fois, il y a un mec qui a besoin de fuguer pour qu'on aille le chercher, pour qu'on voit si on tient à lui finalement. Et puis on retravaille ça, et puis après on lui dit bon, on vous laisse la porte ouverte et on va pas vous enfermer, mais vous restez là. Bon d'accord. Et puis voilà, là ça commence un moment de confiance. Donc c'était là-dessus que reposait le travail collectif dans le service. C'est pas le travail de Bellassène, c'est un travail collectif, avec des réunions soignants-soignés, bon voilà, ça faisait des années, et mon prédécesseur, le docteur Najman, avait écrit un bouquin qui s'appelait Lieu d'asile, qui racontait cette ouverture du service. Bon. Et donc en fait, début du Covid, moi je fais partie des 42 médecins qui ont porté plainte contre Buzyn et compagnie, etc. Là, pendant la première vague, parce qu'on voyait bien arriver les choses. Moi, je demandais dans les cellules de crise qu'il y ait des comptes rendus de décision. Il n'y en avait jamais. Je demandais des choses très simples, quoi, que on puisse savoir exactement comment les choses se passaient. Mais en fait, on n'avait pas de traces écrites. Alors, c'était toujours, mais non, on ne peut pas, etc. Mais on voyait bien quand même qu'il y avait un enjeu qui était de ne pas trop laisser de traces, quoi. Donc, mi-avril, j'envoie un mail en disant, attention, vous confondez, dans le mail, à la fin, il y a marqué, vous confondez isolement psychiatrique, isolement sanitaire, parce que là aussi les mots ont une importance. Pourquoi les pratiques se sont appuyées sur une ambiguïté de mots? L'isolement qu'on appelle l'isolement gouttelette ou l'isolement contact dans la médecine normale, par exemple la médecine infectieuse, c'est que tu portes un masque pour pas qu'il y ait des gouttelettes là, qui soient transmises, tu portes des gants parce que tu as des maladies qui sont manuportées, etc. Donc ça s'appelle, on va mettre les gens en isolement gouttelette. Par exemple, tu es hospitalisé pour une tuberculose, tu vas être en isolement. Mais la porte, elle sera jamais fermée à clé. L'isolement psychiatrique, là, c'est une catégorie médico-administrative où tu as le droit d'enfermer quelqu'un quand tu es psychiatre sur des motifs cliniques psychiatriques, pas des motifs cliniques sanitaires. Elle est là, l'ambiguïté. Donc, attention, vous confondez isolement psychiatrique, isolement sanitaire, et après, je me suis dit, il faut différencier deux mots. Et donc, à ce moment-là, c'est là où j'ai employé le mot confinement sanitaire, isolement psychiatrique, pour vraiment qu'il y ait deux mots différents, quoi. Et d'ailleurs, donc, bon alors, j'ai pas de réponse à ces mails, puis tout un tas de gens dans l'hôpital disent non mais il n'y a pas de problème, soit ils peuvent dire non c'est pas vrai, on les enferme pas, sauf qu'il y a des patients qui nous appelaient, et alors la médiatisation, elle est pas de notre fait. Il y a une collègue qui avait raconté anonymement ce qui se passait, l'enfermement des patients, et il se trouve que son anonymat a été levé par un journaliste. Bon, c'est une pratique sympa. Il y avait un anonymat aussi sur le lieu. Mais la médiatisation, après celle qui est dénoncée par les syndicats, elle est faite par le contrôleur général des lieux de privation de liberté, parce que pendant ce temps-là, au mois d'avril-mai, moi j'avais des échos, je venais de sortir le bouquin là, sur la voie de la psychiatrie, donc j'avais des contacts un peu avec tout le monde, j'avais des échos qu'il se passait ça dans plein d'autres hostos, mais que personne ne bronchait, personne ne disait rien. Alors,
en bon psychiatre qui aime bien la psychothérapie institutionnelle, moi je me suis dit, faut soigner le rapport de l'établissement à la loi. En fait, il y a des lois qui organisent les établissements psychiatriques et que normalement, les directions des hôpitaux et les soignants doivent non seulement se soumettre aux lois générales de la République, mais en plus de s'y soumettre, les faire respecter. Mais est-ce que justement la réaction qu'il y a eu face à toi, l'évolution de la situation, le fait que tu te retrouves exclu et que... Attends, mais j'ai pas fini, parce qu'il faut préciser quand même le truc. C'est que, en fait, il y a cette unité Covid où les gens sont tous enfermés pendant 14 jours quand ils ont le Covid, machin. Nous, le service des patients, la dernière, on fonctionnait, machin, etc., mais les gens n'étaient pas enfermés dans leur chambre, d'accord ? Une nuit, le 7 mai au soir, le 8 mai était férié. Il y a 2 patients qui ont de la fièvre. Et donc, au bout de 3, t'es cluster, et donc il faut confiner l'unité. Confiner l'unité. Donc, potentiellement, tu fermes la porte de l'unité. Mais pour pas que les gens circulent. Déjà, là, il y a même un problème. Moi, j'avais dit une fois en cellule de crise, si vous voulez que les patients restent dans leur chambre, il faut un soignant devant chaque chambre. Puis quand le mec ouvre la porte, il faut vous rester dans la chambre. Hein. Mais le problème de moyens, c'est pas mon problème là. C'est à vous de faire respecter la loi. Et la loi, c'est on n'enferme pas les gens dans la chambre s'il n'y a pas de motif psychiatrique. Bon. Donc, il y a 2 patientes qui chauffent, qui sont transférés à l'unité Covid, machin. Et là, il y a un flou, mais les patients, on avait milité dans le service pour que les patients puissent s'enfermer eux-mêmes dans les chambres. Ils aient une serrure de confort pour pas que la nuit, il y a des gens qui déambulent, qui ouvrent qui piquent les cigarettes, etc. Bon. Donc, pour que les gens puissent s'enfermer eux-mêmes. Et cette nuit-là, les serruriers de l'hôpital sont appelés par celui qui a la responsabilité, à savoir quelqu'un en position de direction dans l'hôpital, pour inverser les verrous et enfermer de l'extérieur tous les patients, en chambre simple, chambre double. Tranquille. Donc, j'ai une collègue le lendemain, une psychiatre qui arrive, qui voit ça, et on lui dit il faut absolument que vous alliez prescrire les enfermements. Elle dit non mais attendez, c'est hors de question, je le ferai pas. Elle a eu des pressions d'un gars de l'hôpital en position de responsabilité, qui lui dit si vous prescrivez pas les enfermements, on va prévenir l'ARS mise en danger de la vie d'autrui. Elle ne cède pas, ce qui est hyper courageux déjà, et elle dit non, c'est hors de question. Bon. Le lendemain, une fois que sa garde est finie, elle me prévient du truc, et là, bon, il y avait eu l'unité Covid où les gens étaient enfermés, il y avait ça qui se passait dans le service, et là je me suis dit ça suffit. Stop. Là, tout le monde devient fou, là. Il faut remettre un petit peu de la loi et du tiers là-dedans. Pour remettre de la loi et du tiers, il y a des instances, il y a des contre-pouvoirs. Donc, on avait le contrôleur des libertés qui était passé dans le service déjà des mois, années auparavant. Alors, à chaque fois, on avait des super recommandations. Ah, super, le service d'Anières, les portes sont ouvertes, c'est respectueux des droits des patients. On était dans les bonnes pratiques, tu vois. Et ça faisait vitrine pour l'établissement. Hein, alors là, il n'y avait pas de problème, tu vois, que le service soit ouvert, tant que ça faisait vitrine. Et en fait, à ce moment-là, le 9 mai au matin, j'appelle le contrôleur des libertés, je lui dis ce qui se passe, et puis on avait une cellule de crise l'après-midi, je dis à tous mes collègues à la direction de l'hôpital que j'ai prévenu le contrôleur des libertés et que ça allait bien, quoi. Et après, j'ai prévenu le procureur de la République parce qu'au titre de l'article 40, pour moi, je signalais quelque chose de grave. Juste, il y avait plusieurs patients qui étaient enfermés, certains plus de 7 jours. En fait, c'est passible de 30 ans de prison, ça. Et de 450 000 € d'amende, en vrai, dans le code pénal. Quand tu enfermes les gens en réunion et pendant des durées de plus de 7 jours. Donc, faut arrêter de me dire qu'on a fait ce qu'il fallait, parce qu'on a fait ce qu'il fallait, c'était sans prendre acte des discussions qu'il aurait fallu avoir. Là, c'était la paix des ménages, tout le monde était enfermé, et on avait des patients qui nous disaient, s'il vous plaît, venez nous sauver là, de ces trucs-là. Le 10 mai, t'as une patiente ou un patient qui est passé par la fenêtre de l'unité Covid quand même, hein, parce qu'il ne voulait pas être enfermé. Bon, tout ça, c'est raconté dans la recommandation en urgence du contrôleur général des lieux de privation de liberté. C'est-à-dire qu'il y a une recommandation en urgence qui a été publiée le 19 juin 2020, qui reprenait ces histoires de confinement sanitaire, isolement psychiatrique, en fait, qui me donnait raison à moi et aux collègues qui nous étions bougés sur toute la ligne. Toute la ligne.
qu'a fait l'établissement de Moisselles, à la différence de l'établissement de Bourg-en-Bresse qui avait une recommandation en urgence quelques années avant? Il s'est pas remis en question sur les pratiques. Il en a fait un problème de personnes. Alors, moi et un certain nombre de personnes en position de direction dans le service, et puis les collègues qui soutenaient. Et c'est là, c'est là où ça va pas du tout. Et ça, c'est à l'image de ce que devient la psychiatrie. Une psychiatrie qui ne se remet pas en question, c'est une psychiatrie qui fait que l'arbitraire peut continuer tranquille. Bon, et alors du coup, après, tu as cette instrumentalisation de la direction, alors, ce qui est drôle, tu as lu le truc, là, j'ai recruté un éducateur sur un poste d'infirmier. C'est une lettre anonyme. Alors, ce qui est marrant à voir, que sont devenues les institutions publiques? Maintenant, une direction d'hôpital peut, à partir d'une lettre anonyme, sans même en parler, j'ai pris connaissance de l'existence de la lettre anonyme quand j'ai su qu'il y avait une enquête administrative qui était diligentée contre moi le 8 juin 2020. Il n'y a jamais eu aucune enquête administrative dans ce putain d'hôpital, et quand je dis putain d'hôpital, je pèse mes mots, sur l'enfermement abusif des patients. Jamais. Il n'y en a jamais eu. Et du coup, après, en juillet, la direction de l'hôpital a commencé à me chercher des poux par rapport à ce qu'ils nommaient fugue. C'est-à-dire des gens qui partaient du secteur, de l'unité d'hospitalisation, sans voir qu'il y en avait plusieurs qui étaient en hospitalisation libre, donc c'était des sorties non programmées, et d'autres étaient en hospitalisation sous contrainte, donc là c'était des sorties non autorisées. Ça c'est hyper important. Il y a eu à Toulouse, il y a quelques semaines, plusieurs, ce qui ont été appelés évasion et fugue dans les médias, encore une fois c'est pas possible, des sorties non autorisées. L'avocat qui me défend là, actuellement, Maître Pamphili, il a saisi le contrôleur des libertés en disant c'est illégal ce qui s'est passé, tout l'hôpital a été bouclé, tous les patients de tout cet hôpital ont été bouclés, c'est illégal. Et le contrôleur a dit oui, c'est illégal. Donc on peut faire ce qu'on veut, mais il y a quand même des lois, et normalement les institutions publiques sont là pour faire appliquer les lois. Ça n'a pas été le cas, et ce n'est pas le cas là où j'ai travaillé, et ce qui a conduit après... À partir du moment où une direction d'un hôpital ne soutient pas la loi générale et ne soutient pas la limitation des abus, que ce soit les abus de professionnels ou les abus des tutelles, c'est permis de jouissance abusive à tous les étages. Voilà, c'est ça qui s'est passé. Mais justement, est-ce que ça peut pas questionner les modalités de l'usage du droit à des fins politiques? Il s'agit évidemment pas de dire que le droit ne sert à rien, qu'il n'aurait aucune performativité dans le réel. Évidemment qu'il y a un certain nombre de garde-fous, de limites qui... sont posées et qu'on peut utiliser pour se défendre. Évidemment que quand un gouvernement fait évoluer par exemple les lois relatives à l'usage des armes par la police, ça peut décomplexer, augmenter le nombre de violences policières, etc. Il ne s'agit pas de dire que le droit n'a aucun impact dans le réel. Cependant, est-ce qu'on peut, pour se défendre, pour faire évoluer des pratiques, pour lutter contre une autorité, etc., seulement se prévaloir de la loi et du droit quasiment indépendamment d'un rapport de force, d'une lutte collective, d'une grève à ce moment-là, quoi. Est-ce qu'il suffit de dire à une autorité que ce qu'elle fait est illégal pour l'empêcher Non, mais si tu veux, moi j'ai pris acte d'un truc, c'est que les seules victoires récentes qu'il y a eu dans le champ de la psychiatrie, c'est les psychiatrisés qui l'ont eu, et c'est sur le champ du droit. C'est-à-dire que c'est le CRPA, là, le Cercle de réflexion et de proposition d'action en psychiatrie, qui est porté par André Bitton et les gens autour de lui, et le GIA, qui ont fait des questions prioritaires de constitutionnalité, qui ont fait par exemple qu'il y ait le juge des libertés de la détention qui intervienne pour les hospices sous contrainte, qui ont fait que pour les isolements et contentions, il y ait le juge des libertés de la détention. Alors oui, dans la pratique, que le juge des libertés de la détention intervienne, ça peut ne vouloir rien dire, voire rien faire. C'est le film 12 jours de pardon, où on voit que finalement les avocats, les juges entérinent la décision du psychiatre. Mais ça peut aussi être utilisé par certains avocats, certaines juridictions, comme étant un levier de contre-pouvoir. Donc là aussi, il y a des points de bascule intéressants à pousser. Moi, ce qui me semblait important... Alors, l'affaire n'est pas finie quand même, parce que bien entendu, le temps judiciaire est beaucoup plus long que le temps administratif qui peut te suspendre du jour au lendemain, et que le temps clinique. Bon. Là, quand même, le défenseur des droits, il s'est saisi de mon affaire, et je suis reconnu en fait comme un lanceur d'alerte, parce que j'ai prévenu d'un dégât qui était en train de se produire, j'ai prévenu la direction de l'hôpital avant de le faire, etc. Bon. Donc, il y a le cadre lanceur d'alerte qui est en train de se constituer. Donc, c'est pas dit qu'il n'y aura pas des suites et que les différentes plaintes vont pas aboutir.
qu'elles aboutissent pas, moi ce qui m'intéresse là-dedans, c'est qu'est-ce que ça dit de la démocratie en ce moment. Est-ce qu'on peut instituer du contre-pouvoir aussi avec le droit dans les pratiques psychiatriques concrètes, ou est-ce qu'on peut instituer que des contre-pouvoirs avec le droit au niveau du Conseil constitutionnel, des QPC, machin, etc. C'est-à-dire qu'il faut qu'on arrive à trouver des leviers pour essayer d'instituer autrement ce que c'est que la psychiatrie, tu vois. Donc, bien entendu, ce qui compte, c'est les usages et les pratiques. C'est pas parce que tu as un droit émancipateur non plus que tout le monde va être émancipé. Et il y a des fois, tu peux te... C'est pour ça que moi je tiens à la question de l'altération. C'est-à-dire le jeu, il faut essayer de pousser pour voir, par exemple, ce qu'on avait fait avec le CRPA, André Bitton, et puis à un moment donné, il y avait une réunion soignants-soignés dans l'hôpital que j'animais avec des collègues, là, c'était tous les jeudis à l'époque. Et puis les patients se plaignaient de tout un tas de trucs. On dit, il faut écrire à la commission des usagers. Ah oui, mais alors il y a qui à la commission des usagers ? Ah bah il y a que les familles. C'est-à-dire, il y a que les représentants des familles. Donc à l'hôpital, c'est l'UNAFAM, qui j'ai écrit une lettre ouverte, parce que l'UNAFAM, de ce que j'ai entendu, ils ne sont pas prononcés sur l'enfermement, là. Est-ce que c'est bien ou pas que les patients soient fait enfermer ? Qu'est-ce qu'ils pensaient des libertés fondamentales ? Ils ont jamais répondu à ma lettre, donc peut-être s'ils la retrouvent, ils peuvent y répondre. En tout cas, ce qui est intéressant là-dedans, c'est qu'il n'y avait que des familles de patients sur les sièges des usagers. Donc, on a fait une demande au tribunal administratif pour que les patients puissent se représenter eux-mêmes, parce que les patients, ils disaient « mais moi, j'aimerais bien me représenter ». Donc ils ont adhéré à une association représentative, ils ont joué le jeu de la démocratie sanitaire représentative avec ses aléas. Et qu'est-ce qu'on a appris au tribunal administratif au bout de 3-4 ans ? La demande a été déboutée, mais c'était vachement important qu'elle soit déboutée, c'était hyper intéressant. C'est que la démocratie sanitaire, elle ne fait pas la distinction en psychiatrie, et dans nulle part, entre association de famille et association d'usagers. Tu vois que c'est un problème, parce que certaines familles sécuritaires préfèrent en effet que les portes soient fermées et que tout le monde soit bouclé, ce qui n'est pas le cas, bien entendu, de toutes les familles et toutes les associations, etc. Là aussi, il y a des enjeux très locaux. Donc, moi, là, à l'hôpital, le représentant des familles, dans les comptes rendus de l'hôpital officiel, c'est cette situation n'a eu que trop duré, c'est-à-dire que les portes soient ouvertes, que les patients aient la liberté de circulation, qu'on travaille les allées et venues comme ça. Sauf que on était vraiment raccord avec finalement les libertés fondamentales. Et alors là, justement, pour finir sur ce point, l'opposition stérile qu'on entend à longueur de journée entre sécurité et liberté. La meilleure sécurité, et en premier lieu pour les soignants, je dis bien pour les soignants, c'est de respecter les libertés fondamentales des patients, en fait. Si on respecte les libertés fondamentales, ça veut dire que les patients ne sont pas sous le joug de l'arbitraire des soignants, de direction des hôpitaux, etc. Donc, si on respecte les droits fondamentaux, en fait, il va y avoir un climat de confiance plus facile. Et si nous-mêmes, on donne aux patients le fait de dire « mais vous avez des contre-pouvoirs et vous pouvez vous plaindre de nous ». Moi, quand un patient il dit « je vais vous faire un procès, vous êtes un salaud et tout ça », ben, j'étais très content. Ça veut dire qu'il est actif, qu'il se laisse pas faire. C'est bien. Faut encourager ça. C'est mieux que le mec qui est passif et puis qui se laisse complètement submerger. Faut encourager les contre-pouvoirs. On n'est pas tous les mêmes. Et il s'agit de construire une psychiatrie où, tu vois, c'est ça ce qui était dit, oui, il y a une confusion, on fait tous la même chose, etc. Ce qui est souvent reproché à la psychothérapie institutionnelle. Pourquoi ? Parce que les gens, ils sont tellement piégés dans l'imaginaire vertical du pouvoir. C'est facile, une hiérarchie rigide qui tombe en ligne droite, là. Par contre, quand tu essayes d'introduire de la transversalité, quand tu essayes d'introduire des scènes différentes, par exemple, moi, dans le secteur, j'étais le psychiatre, je pouvais être le médecin-chef, mais il y a d'autres endroits où, certes, j'étais le psychiatre et le médecin-chef, mais je pouvais être l'adhérent de l'association. Et dans l'espace de l'association, du club thérapeutique, j'avais la même voix que le gars qui délirait à fond. Tu vois ? Et donc, on travaillait à une horizontalisation. L'horizontalité, c'est un leurre. Mais voilà, transversalité. Bon, à peu près ce que je peux dire sur cette affaire, mais qui n'est pas finie. J'aimerais bien, pour finir, parler des assises des soins psychiques que tu organises avec notamment le Printemps de la psychiatrie, l'appel des appels.
Donc ça se tiendra les 11 et 12 mars. Et il semble que c'est dans une opposition assez claire avec les assises de la santé mentale et de la psychiatrie, des assises de la santé mentale et de la psychiatrie qui sont tenues donc en septembre dernier, qui était la mise en scène du gouvernement. Est-ce que tu peux justement dire donc ce que vous allez faire dans les assises des soins psychiques et en quoi c'est radicalement différent de... Ouais, alors, je dois dire que comme quand même tout ça, là, cette situation m'a quand même pas mal impacté, m'investir dans la construction de ces assises, j'ai laissé ça aux copains, camarades et tout ça. Donc j'ai été assez périphérique, donc voilà, faut rendre pas à César, mais à tous les gens qui ont fait le truc. Bon. Par contre, le 27 septembre, là, au moment des assises macronistes et fondamentalistes de la santé mentale, parce qu'il faut quand même dire qu'il y a l'Institut Montaigne, et donc sa face émergée, c'est-à-dire la Fondation fondamentale, qui a en tête de restructurer la psychiatrie sur un versant de plateformisation néolibérale, d'Uber Psy, voilà, c'est l'Uber Psychiatrie, c'est Benjamin Royer, un collègue là, qui a bien écrit ça dans un article qu'on peut retrouver sur Mediapart. Eh ben, en fait, ces assises-là, c'était la promotion de la santé mentale positive, de la Startup Nation. D'ailleurs, Macron est venu les conclure, et juste avant, il y avait France Biotech. C'est-à-dire, t'as vu, maintenant, il y a des pubs là, pour des applications smartphones de santé mentale, de e-santé mentale. Voilà, ça vient, ça. Et en fait, ce qui compte là-dedans, c'est des écrans plutôt que des gens, quoi. C'est ça un peu leur thématique, quoi. Donc, ces assises-là, c'était... Alors, ce qui était marrant, c'est qu'ils ont rien traité des trucs importants pour la psychiatrie. La désertion totale des professionnels, les pénuries, etc. La réforme de l'irresponsabilité pénale, qui est une bascule majeure dans le champ du droit depuis la Révolution française. Ça a permis d'éviter aux fous d'être guillotinés, cette affaire-là. Bah là, on revient dessus, tranquille, avec l'histoire du meurtre de Sarah Halimi et tout ça. C'est maintenant, on considérera qu'on ne peut pas être considéré comme irresponsable si l'état psychotique a été entraîné par le fait d'avoir pris une drogue. Oui. C'est le pied dans la porte. Oui. Tu vas voir que dans 5 ans, on avait déjà, puis l'abolition du jugement, il y avait l'altération. Donc les gens qui étaient altérés leur jugement, ils se prenaient 2 fois plus de tôle et de psychiatrie après. Bon, ça venait après la rétention de sûreté, enfin bon, tout ça, on voit bien le chemin. Donc, il n'est pas parlé, dans ces assises, de ça. Il n'est pas parlé de l'isolement contention. Ils se sont fait retoquer 2 fois, les tocards du gouvernement, là, parce qu'ils ont passé dans la loi de finances de la sécurité sociale un article sur les pratiques de contention d'isolement pour introduire le juge des libertés. Ça a été retoqué 1 fois, ils se refont toquer une 2e fois, ils se refont toquer une 3e fois, enfin... Ils s'en foutent, quoi. Ils s'en foutent, donc ils en ont pas parlé. Parce que forcément, faut pas parler de la réalité, tu vois. Vaut mieux parler du virtuel, c'est plus simple. Ils ont pas parlé de la réforme du financement de la psychiatrie. Tu vois, quand même, t'as un mec comme Castex qui se retrouve Premier ministre, il a fait la T2A. T'as une meuf comme Bachelot qui se retrouve ministre de la Culture, c'est elle qui a fait la réforme Hôpital Santé Territoire. Bon, on voit le jeu, tu vois. C'est vraiment, on nous prend pour des couillons, quoi. Donc, qu'est-ce qu'ils font ? Ils parlent pas de la réforme du financement de la psychiatrie, qui est mettre en place une tarification à l'acte en psychiatrie, en fait. Ni plus ni moins. Ce qu'on a appelé la tarification de compartiment, la T2C. Donc, ça, c'est au 1er janvier 2022. Donc, ça y est, c'est mis en place, tranquille. Ils n'ont pas parlé de tout ça. Et puis, alors, parce qu'il fallait pas parler de la réalité. Il fallait pas parler de comment ils construisent un cadre de mise en concurrence et de privilégier, parce que ça suffit pas de dire... on privatise les services publics. En fait, non, c'est pas ça seulement. C'est les services publics servent à créer de nouveaux marchés. Des marchés d'application, machin. Tu vois, l'Institut Montaigne, la Fondation fondamentale, qu'est-ce qu'ils font avec les deniers publics ? Ils vont créer, avec les données qu'ils récoltent, etc., des applications privées, où ils vont orienter les patients vers des marchés d'applications privées. Là, le coup qu'a fait Macron, là, le remboursement des psychologues, des machins, etc. On va mettre plein de psychologues, etc. Déjà, les postes étaient tous désertés, donc forcément, il dit je vais mettre 800 psychologues, t'as plus de 1200 postes de médecins qui sont vacants, donc en plus, il fait des économies, cet enfoiré. Donc, tout va bien. Il met en place des tickets resto-psy, tu vois, un peu de restauration psychique pour les pauvres étudiants qui souffrent et tout ça, sans mettre en question Parcoursup, notamment, et tous ces trucs qui ont vraiment plombé le moral des gens. Bon, bref, tout ça pour dire, petite mesurette pour acheter la paix sociale, mais alors, les professionnels, j'espère qu'ils sont pas dupes, mais t'en as tout un tas qui sont tellement contents d'être invités par le pouvoir qu'ils remettent pas ça en question. Mais du coup, qu'est-ce que ça fait ?
ça fait que tu as de plus en plus t'as de moins en moins de soignants. Les soignants qui travaillent maintenant à l'hôpital, la plupart du temps, ça va être en intérim, ou ça va être des précaires, ou ça va être... maintenant, les psychiatres, tu vois, là, quand tous les psychiatres du service sont partis, il y a des psychiatres intérimaires. 600 € net par jour, ils sont payés. 600 € net par jour. Ils sont payés 2,5 fois à un praticien hospitalier. Bon, etc. Mais on s'en fout. C'est pas grave. Donc, les assises du soin psychique, c'est 2 choses. C'est essayer de construire à partir de partage avec les premiers concernés, les psychiatrisés, usagers, on s'appelle comme on veut, les familles, les proches, les gens concernés, les professionnels, les politiques, etc. Mais pas que faire un truc de professionnel. Parce que ça va bien. C'est pas les professionnels en fait qui savent ce qu'il faut faire. Il faut partir des besoins des gens. Le système fait que le système impose ses besoins à lui aux individus, que vraiment faut qu'on reparte des besoins singuliers des gens et des collectifs, tu vois. Donc il y a ça, et puis après il y a je pense que tous les développements là autour de comment on essaye de recréer des expériences localisées qui tentent de créer des communs, quoi, c'est-à-dire des pratiques ensemble de co-délibération, etc. Bah, c'est ça qu'il y a devant nous. On ne sait pas comment faire, bien entendu. On sait pas. Là, l'État détruit les pratiques, détruit l'institué. Donc c'est même plus un mot d'ordre progressiste, de dire qu'il faut détruire l'institution asilaire. Sans l'État détruit les établissements, mais poursuit le système asilaire en l'invisibilisant. Donc il faut qu'on trouve des ripostes. Et puis, voilà, faut qu'on sorte un jour des années d'hiver, mais ça va pas se faire avec les discours idéologiques, tu vois. Je peux te parler pendant 100 heures en te faisant des discours, c'est pas ça qui transforme. C'est les pratiques concrètes, les expériences. Voilà, c'est ça qui peut pousser un peu. Donc voilà, ça va être un laboratoire, et puis ça en appellera à d'autres, et puis on va voir comment on fait. Donc appel à toutes les bonnes volontés. C'est à la Bourse du Travail les 11 et 12 mars à Paris. Et pour ceux qui n'ont pas de thunes, etc., il y a des tarifs gratuits, participation libre. Et puis pour ceux qui sont professionnels, qui ont des formations continues, eh ben, ils payent la formation continue, et puis, etc., etc. Merci beaucoup à toi d'être venu. Je ne sais pas si tu veux ajouter un dernier mot. Merci à lundi soir pour l'invitation, parce que là il fait nuit et du coup il va falloir bientôt y aller. Non, mais vraiment, je pense que la question qui est importante aussi pour les milieux militants, quoi, c'est comment on peut se saisir de pratiques, quoi. Et vraiment que la psychiatrie... il faut à la fois avoir des pratiques d'altération à l'intérieur et à l'extérieur en même temps, en fait. Et c'est les deux en même temps. Et je pense que voilà, il faut qu'on continue de penser, de pratiquer, d'agir voilà, collectivement. Je pense qu'on peut finir là-dessus. Merci, docteur. Ah, ça, c'est un sale coup. Hein. Merci, professeur.